Les origines du surf se situent dans l'océan Pacifique, en Polynésie. Dans cet archipel, glisser sur les vagues est plus qu'un sport. C'est une épreuve de bravoure infligée aux postulants au trône. En 1778, l'explorateur James Cook va découvrir des indigènes chevauchant les vagues sur de longues planches de bois dans les îles Sandwich, rebaptisées plus tard Hawaï. Au début du XXe siècle, c'est par l'Hawaïen Duke Kahanamoku que le surf se diffuse en Australie et aux États-Unis. En France, il faut attendre les années 50 pour voir arriver les premiers pratiquants sur la côte basque. À La Réunion, c'est à la fin des années 60 que les premiers surfeurs glissent sur les vagues de l'Ouest, plus précisément sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles. Le début du surf à La Réunion, c'est quelques anglo-saxons ou sud-af ou australiens. C'est très difficile historiquement aussi de retracer qui est le vrai pionnier, hein. Mais c'est ça, hein, c'est quelques hippies sud-af, cheveux longs, planches sous le bras, et fumeurs de joint, c'était des hippies, quoi, hein. Ça, c'est les pionniers. En 1967, sur la plage des Roches Noires, certains Réunionnais assistent à un spectacle jusqu'alors inédit sur l'île. C'était deux anglo-saxons qui étaient de passage à La Réunion. Comme on disait à l'époque, c'était des globetrotters. Et au moment où ils sont sortis de l'eau, je me suis rué sur eux pour leur demander d'essayer leur engin, que je prenais pour un bateau. Et c'est là que j'ai découvert le surf. J'ai pris une vague derrière les fesses et je me suis retrouvé projeté comme une fusée et j'ai atterri sur la plage. Et depuis, toute ma vie a été régie par ce surf, par le surf et c'est sensationnel. Le premier sport que j'ai connu en mer, ça a été le surf. Et je peux dire que c'est... Merci mon Dieu de m'avoir fait découvrir le surf. Ça, c'est formidable. Le surf, c'est un moyen d'expression. C'est vraiment un sport artistique. C'est un sport de liberté. Moi, ce qui m'éclatait, c'était de glisser sur une vague, quel que soit le moyen, que ce soit en body surf, en bodyboard, en e-board, quel que soit le moyen de glisse. Moi, la glisse, pour moi, c'était un plaisir primal, primaire, je ne sais pas, mais c'était ça, hein. Et la première fois que j'ai pris la vague, où j'ai commencé à glisser debout, j'étais pris par cette glisse, je sentais l'adrénaline tout de suite rentrer, et je me suis dit, jamais j'arrêterai ça, c'est pas possible, je veux connaître ça toute ma vie, encore mieux, encore mieux. C'est une passion, c'est un truc qui te prend là, et il y en a qui prennent de la cocaïne, des trucs comme ça, mais nous, voilà, on prend une vague, et ça suffit. À la fin des années 60, La Réunion compte une vingtaine de locaux devenus accros à la glisse. On va dire entre 66 et 68, dans les locaux, il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était, on va dire, la bande des Roches Noires, quoi. Là-dessus sont arrivés à La Réunion un Australien et un Californien, Chris and Jerry, qui étaient à la recherche d'une vague. Ils ont sûrement vu là où on surfait, mais ça ne les intéressait pas. Mais en allant dans un bus qu'on appelait car courant d'air, parce que c'était entièrement ouvert, ils sont passés à Saint-Leu et ils ont vu la vague de Saint-Leu. Et ça a été le début, la découverte de Saint-Leu. Au début des années 70, c'est vraiment boucan Roche-Noire-Saint-Leu, quoi. Avec vraiment Saint-Leu, une espèce de mecque mystérieuse où n'importe qui ne pouvait pas y aller. C'était vraiment très mystifié, très... Mais toujours, hein, je pense qu'aujourd'hui encore dans l'imaginaire collectif des surfeurs, Saint-Leu a une place à part, hein, vraiment à part. Alors que la jeunesse locale surfe essentiellement les vagues de Saint-Gilles, à Saint-Leu, ce sont des hippies sud-africains ou australiens qui campent sous les fils à eau. Oui, ma tente était juste devant le take-off à Saint-Leu. Le matin, on ouvrait la tente et les vagues, ils étaient devant nous.
C'était déjà des gens qui fuyaient les spots bondés d'Urban ou de Surfers Paradise en Australie. Hein. Quand ils ont découvert Saint-Leu, pouf, ils se sont installés. Hein. Et pour la petite histoire, quand d'autres surfeurs comme sud-africains qui passaient, qui disaient, qui les voyaient, qui disaient il y a des vagues ici, heureusement, c'était des semaines plates, ils disaient non, il n'y a pas, mais finalement on aime bien les gens, alors on reste. Tout ça pour rester tout seul à Saint-Leu. Les gens qui voyagent, ils arrivent ici, ils trouvent un trésor, mais tu trouves un trésor, tu ne partages pas. Tu vois. Quand tu vraiment trouves un trésor, tu dis personne. C'était magnifique à voir un spot comme ça, avec cette qualité de vague, avec personne à l'heure, juste nous. Amoureux de la vague de Saint-Leu et des femmes réunionnaises, Mick Asprey et Tony Atkins ne quitteront plus la Réunion. Mais pour la plupart des étrangers de passage, la Réunion n'est qu'une étape dans leur quête de nouvelles vagues. Ces gars-là venaient rester 1 mois, 2 mois, 3 mois ici pour surfer, juste en face. Quand ils avaient épuisé toutes leurs ressources financières, avant de partir, revendaient toujours leurs planches pour pouvoir se payer le billet d'avion retour. On se battait tous pour acheter les planches des Sudaf ou des Australiens. Quand j'ai eu ma première planche, j'ai commencé à venir à Saint-Leu pour y surfer réellement, donc en 1976. Il y avait quelques surfeurs de Saint-Gilles, des Réunionnais qui venaient surfer le week-end seulement à Saint-Leu. Mais on était bien copains avec eux et ça se passait très bien. Et on partageait les vagues. Et des fois, on disait « ça devient crowded ». Mais il y avait 5-6 mecs à l'heure, ça va. C'était pas crowded du tout. Nous, étant Saint-Gillois, ou Boucanais, quand on venait, c'était allons voir les Australiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un autre niveau de surf que nous. Donc ça nous permettait de progresser. Quelque part, on les vénérait, c'était un petit peu nos idoles locales de l'époque. La première fois que la houle a tombé un peu à Saint-Leu, on a loué une voiture, on a fait un tour vers Saint-Pierre et on savait qu'il y avait le spot le pic du Diable qu'on a regardé. Par hasard, on a marché au bout de la digue et là, on a vu le doigt de Saint-Pierre, que c'est une vague magnifique et nous, on était les premiers à surfer là-bas et c'est vraiment une vague puissante et impressionnante. Mais ça a pris longtemps avant que des gens venaient surfer à Saint-Pierre. C'est vrai qu'au début, on n'a pas osé aller à la jetée même. On a essayé dans l'entrée du port de Saint-Pierre quand il y avait de la houle, mais très vite, on est parti à la jetée. Parce que mon objectif, c'était à chaque fois de surfer encore plus gros et encore plus gros. C'est une vague où je surfais probablement les plus grosses vagues à La Réunion. On a surfé très gros là-bas, 5-6 mètres. Il y a vraiment une leçon d'humilité à surfer des vagues un peu trop grosses pour toi. De se faire peur et des fois de pouvoir se dépasser, mais en sachant que tu payes si tu te casses la figure ou quoi que ce soit, tu le fais pas. Là, je me suis ramassé sur le courage, j'ai eu des points de suture, des machins, je me suis pété les épaules. Ça triche, tu peux pas tricher, quoi. On a peur, mais en même temps, on est attiré. Mais on ne pense qu'à une chose, c'est d'avoir au moins une vague. Au moins une. Et il y a des jours où on prend, 20, 25 vagues, formidable, ça m'est arrivé. Des matinées entières à surfer ou des soirs, souvent le soir. Sans peur du requin ou quoi que ce soit, on n'en a jamais vu. C'est ça qui était bien. Donc ici on est sur le bâtiment de la base nautique de l'Ouest, à Saint-Gilles. Et ici à l'intérieur, on a les bureaux de la Ligue qui met en place le dispositif des vigies requins renforcés. Le dispositif comprend lui 14 vigies qui sont en 2 palanquets de 7 et qui se relaient toutes les 1h30 à l'eau pour la sécurisation des spots. Pour équiper un vigie, quand il s'en va dans l'eau, on a donc la combinaison complète, le tuba,
le masque avec un système, le système GoPro, de façon à ce qu'on puisse, si on crée une alerte, que l'on puisse déceler ce que c'est après par les images. Un bâton pour repousser un animal potentiellement dangereux, ceinture de plomb, un garrot pour intervenir en cas de problème, des gants, des palmes et une arbalète mouchetée avec une petite rondelle sur le bout de la flèche. Si on laissait la flèche telle qu'elle était avec le petit raidillon dessus, elle rentrerait dans le requin et tout le monde partirait avec le requin, parce que le requin c'est une telle force qu'on ne retrouverait plus l'arbalète, peut-être pas le plongeur avec. Non, donc c'est pas le but. Le but c'est juste de piquer pour prévenir et dire en sorte, ok, l'animal on t'a vu, va-t'en, nous on est là. Le dispositif a l'avantage d'être hyper respectueux de l'environnement. On ne casse rien, on se positionne, on fait notre surveillance et une fois qu'on a fini notre surveillance, on repart comme on est venu. Il n'y a aucune trace du dispositif sur l'eau. Bon ben on y va. Pour 9 h, là, les vigies vont se préparer. Donc on va préparer 2 binômes qui vont aller dans 2 bateaux. Un bateau au sud et un bateau au nord. Le bateau au nord sur le spot de Petit Boucan et des Aigrettes. Le bateau au sud sur le spot des Brisants et de l'Ermitage pour aller faire le test de Seki. C'est la visibilité horizontale et il faut qu'on ait un minimum de 8 mètres pour pouvoir se déployer. Si on n'a pas ces 8 mètres, et sur aucun des spots, on ne peut pas se déployer. Donc il nous arrive très souvent, quand les conditions météo se dégradent, de ne pas avoir ces 8 mètres, et donc là on ferme le dispositif, il n'y a pas de surf. Il va allumer la GoPro et là dans un premier temps il va mettre la caméra sous l'eau. Une fois qu'il n'y a rien, il annonce au binôme de vigie, ok vous pouvez aller à l'eau, et ils vont se mettre à l'eau par binôme de façon à assumer la sécurité de l'un de l'autre. C'est bon? Ouais. Donc là on a vérifié le spot, maintenant on va vérifier la passe, s'il n'y a rien qui traîne dans la passe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, débriefing des spots. Seb, on en est où sur le nord? Les Aigrettes et Petit Boucan? Alors, Petit Boucan, visibilité limitée plus de 15 mètres. Malheureusement, il n'y a pas de vague. Les Aigrettes, pareil, pas de vague. Visibilité de 15 mètres sur la zone du haut et 10 mètres sur la zone du bas. Livio? On va avoir donc 10 mètres de visibilité Sur l'Ermitage ou des Brisants? Sur l'Ermitage. Ouais. On a donc 1 mètre, 1 mètre 50 en gauche. On a à peu près 1 mètre en droite, avec 10 à 15 mètres de visibilité partout sur la zone, avec donc un retour nord sur l'après-midi, avec un vent de sud aussi peut-être annoncé. D'accord, donc il faut qu'on se prépositionne principalement sur la gauche. Sur la gauche. D'accord. Raj, les gens qui viennent sur les sessions, c'est qui? Aujourd'hui ça va être licencié compétition, c'est créneau mixte avec le Pôle Espoir. On a une partie du Pôle Espoir qui vient cet après-midi à 13 h. Donc on a les gens qui s'entraînent pour le championnat de France plus les licenciés compétition ensemble. Exactement. Donc on risque d'avoir du monde. Donc il faut déployer tous les moyens aujourd'hui. Ok, et on se met sur la gauche de l'Ermitage. Ok. Allez, vous envoyez les ordres pour qu'ils se préparent pour la gauche de l'Ermitage. La première génération de surfeurs réunionnais et la deuxième, je veux dire, c'est la mienne. Nous, on prenait une planche, on allait dans l'eau, on ne savait pas comment se mettre debout, on ne savait pas comment tourner, on ne comprenait rien, on n'avait pas de magazine, on n'avait pas de vidéo.
Donc on s'est fait nous-mêmes, on s'est créé quelque part notre propre histoire. C'est-à-dire ils étaient talentueux dans des très belles vagues, ils ne savaient même pas qu'ils étaient talentueux. Ils étaient juste, c'était des gamins qui s'éclataient. On était une bande de copains à la plage et on se passait les premières planches qu'on avait, et on s'amusait le week-end dans les vagues et puis rapidement on a progressé. Et c'est à ce moment-là que les premiers surf shops ouvraient. J'ai commencé à faire mon premier surf shop à La Réunion en 82. Et quand on ouvre la boutique, c'est extraordinaire parce que tu as une foule de gens dans la route. Ils ont tous envie de rentrer, c'est le premier surf shop de l'île. Et là, j'avais 3 copines, hein, sympa. Il me dit, Cyril, mais on va t'aider parce que là, tu ne vas pas t'en sortir tout seul. Hein. Il y avait une porte par ici, une petite porte de l'autre côté. Donc, on faisait rentrer 3 par 3 les gens, on les servait et puis ils ressortaient et ça faisait un petit tournant comme ça. Et ce jour-là, je vends 17 planches. On avait 25 planches, il y a 17 planches qui partent. Après s'être contenté des planches vendues par les surfeurs étrangers quittant La Réunion, le commerce se développe surtout entre La Réunion et l'Afrique du Sud. Plus précisément avec le shaper Spider Murphy, installé à Durban. So we started supplying Reunion Island from about 1977, 1978. Reunion Island is like a sister country to us. They're close, it's almost like they're connected. And we've had a relationship ever since then. It was ongoing. Once a month we'd supply La Reunion Island, and it got really strong in the 80s, 50 to 100 a year. C'était le début du surf, les gens avaient envie de planches, ils ont envie de la wax, ils ont envie des posters, ils avaient envie des lycras, des shorts et tout ça, quoi. Ça a été le début, je dirais, business surf à La Réunion. Ça a été aussi une occasion de déclencher le processus club, compétition et tout ce qui a fait le lobby surf dans l'île. J'ai participé à la vie du premier club de surf de La Réunion, le Madoy's Team, puis j'ai créé le deuxième club qui était le Boucan Surf Club. J'ai créé immédiatement un antagonisme entre les gens de Boucan-Canotte et ceux des Roches Noires. Le surf a toujours été un petit peu une activité tribale. Avant d'avoir connu les clubs, on était tous copains. On se côtoyait tous. On surfait en groupe, on se déplaçait en groupe. On se retrouvait en groupe à l'eau. C'est le fait de l'avènement des clubs qui a commencé à semer un petit peu les distensions. En 1983, on crée la Ligue réunionnaise de surf pour arriver à pacifier les relations entre les deux clubs et arriver à monter des sélections pour pouvoir voyager un peu, on va dire. J'étais 2 fois champion de France de bodyboard, en 85 et en 86. Voilà, un jour Maxence, toujours Maxence Delagrange, passe à Boucan-Canotte, me dit tiens, il y a une compétition à Biarritz de bodyboard et il y a 2 billets pour aller à Hawaï à gagner. Donc il faut trouver un junior et un senior. Je suis descendu sur la plage, j'ai pris un bodyboard, je ne savais pas en faire et j'ai réussi à mettre debout parce qu'à l'époque j'étais svelte, 63 kg à la pesée. Et je me suis mis debout dessus, donc voilà. Après j'ai demandé aux jeunes autour s'ils connaissaient un gars qui était fort. Ils m'ont dit oui, on en connaît un, il s'appelle Stéphane Cisco. Donc moi le soir j'ai appelé Maxence Delagrange, je lui ai dit j'ai trouvé ton équipe, ce sera Stéphane et moi. Et j'avoue, je suis parti au championnat de France parce que je faisais debout et que c'était le début du bodyboard. Les juges étaient que des surfeurs, donc j'ai gagné le billet pour la Hawaï et je ne regrette pas une seconde cette escroquerie. Les compétitions ont déclenché un phénomène d'engouement, de convoitise, de notoriété. À qui voulait être titré, être vu sur un podium, à prétendre à être champion, ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup d'adhérents, de pratiquants. Loin de Saint-Gilles et de son ambiance californienne, certains, en quête d'authenticité, n'hésitent pas à se mettre à l'eau dans d'autres régions de l'île, et notamment dans l'Est. J'ai surfé la première fois à Saint-Benoît en 84. Je crois que ça a été le premier jour où j'ai surfé au Butor à Saint-Benoît, où il y a l'abri de pêche. Mon père avait daigné me laisser y aller parce qu'à l'époque, le club nautique de l'Est organisait une compétition d'optimistes. Et il y avait la sécurité et tout. Et donc moi, j'étais tout seul à l'eau. Bon, il y avait 1,20 m de vague, quoi. Et c'était mon premier jour à Saint-Benoît, j'étais tout seul, quoi.
moi, ça me permettait de pas forcément aller me mettre au milieu de la cohue dans l'ouest et de me retrouver avec mes copains, ceux que je choisissais d'appeler pour qu'ils viennent surfer avec moi, ou des amis de Saint-Benoît à l'époque. La totalité du littoral est alors explorée par les surfeurs en quête de vagues vierges et à la fin des années 80, une trentaine de spots sont recensés. Disons qu'après le passage années 80, 80, 90, on va dire, toutes ces années, c'est vrai qu'on a eu une explosion en fait des surfeurs, que ce soit à Saint-Pierre ou dans l'Ouest. Et là, du coup, les gens de l'Ouest revenaient beaucoup à Saint-Pierre. Étienne Vidotte avait un pick-up, donc il emmenait tous les jeunes surfer à droite et à gauche. On se faisait une petite place dans la benne, allongée, et puis on mettait les planches sur nous, et puis on partait à l'aventure le dimanche matin. Il y avait, je sais pas, une quinzaine de planches au milieu, et puis tous les surfeurs autour. On est arrivé à avoir 9 personnes dans la benne, quoi, pour aller surfer à Saint-Leu. Bon, j'ai pas fait une bonne réputation parce que quand moi je débarquais, il y avait du monde. Et on a fait la même chose à Saint-Pierre. On avait un seul problème, nous, à Saint-Pierre. Quand ils venaient à Saint-Pierre, alors je ne sais pas si c'était pas par camaraderie entre eux, mais ils arrivaient à 10 ou 15 dans l'eau. Et ça nous gonflait profondément. Donc c'est une guerre ouverte. Donc on était assez virulents, on faisait des coups bas dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, sur les véhicules, sur les planches, des trucs vraiment pour dissuader, quoi. On était vraiment très très cons. Bon, et puis ça se réglait généralement dans les soirées de boom quand on allait là-bas le samedi soir. Quelques baffes, quelques bières. Aujourd'hui, on se tape dans les mains, il n'y a pas de problème. Le localisme a commencé à cette période-là. Il y a du localisme partout. À partir du moment où il y a un spot de surf, donc un théâtre d'activité, ça impliquera toujours une forme de localisme, quelle qu'elle soit. Je comprends qu'ils ont basé leur vie autour du surf et tout, et de voir débarquer des gens tout le temps. Il y a un moment, tu as envie de faire valoir, peut-être pas une priorité, mais en fait un respect, en tout cas. C'est dans le monde entier, c'est pareil. Hein. Plus tu es dans un spot depuis des années, plus tu es reconnu, plus les gens ils te respectent et trouve sa place en fonction des années que tu passes dans un coin. Et en fonction aussi de ton niveau. À un moment donné, si tu es très très bon, tu dépasses les gens qui sont là depuis avant toi aussi. Number one thing is to respect everybody. You know, especially when you go to a person's spot and you suddenly see guys jump in the water and they attack the area. You know what I mean? There's a local guy sitting there and he's not happy. And straight away, you know, it doesn't have to be like that. Je suis désolé, mais moi, natif, on n'arrive pas en me disant « ôte-toi de là que je m'y mette ». Ça fait partie du surf, hein, ce côté un peu, on a envie de garder le spot pour soi, ou être que juste entre copains, alors que n'importe qui a le droit d'aller s'essayer. Hein. Moi je me souviens d'une séance où il y avait 2 Australiens et 3 Japonais qui étaient là, avec des casques. Première fois qu'on voyait des mecs surfer avec des casques. Et les types s'étaient organisés pour dropper à chaque fois qu'un de ces types-là essayait de prendre une vague, passer devant. Les mecs prenaient 0 vague, on leur laissait. Je trouvais ça un peu dur, mais bon. Paraît-il que c'est comme ça qu'il faut faire pour défendre son spot. Donc en fait, cette histoire du surf qui naît dans les années 80, là au début des années 80, c'est vraiment un divorce quoi, avec l'esprit des pionniers. On est entre nous, surtout quand on a trouvé un spot, on le dit pas. Il faut pas que ça bruisse, il faut qu'on soit qu'entre potes. Il s'était organisé une philosophie de vie très égoïste quoi. Alors évidemment, moi arrivant avec mes valeurs de, comment on va dire, de propagateur. C'est un pari gagnant pour Maxence. La Ligue de surf se développe, des clubs naissent aux 4 coins de l'île et les premiers champions commencent à émerger des vagues réunionnaises. Les premières victoires se conjuguent au féminin. La progression a été rapide parce que finalement, moi, quand on m'a dit voilà, on va aller faire les championnats de France, moi en fait le surf au départ c'est plus une passion, un amusement. S'il y a une chose qui m'a poussé vraiment à travailler à ce qu'on arrive au niveau international, etc., au départ c'est le surf d'Anne Gaëlle, plus que celui des garçons de l'époque, quoi, vraiment. J'ai gagné mes premiers championnats
championnat de France en 1984, ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe de France. J'ai fait mes premiers championnats du monde en 86. En 3 ans, on a fait passer les aspirations des sportifs locaux, non plus au niveau national, mais au niveau international. Et puis ça a duré une bonne quinzaine d'années. Les championnats de France tous les ans, les championnats d'Europe tous les 2 ans, les championnats du monde tous les 2 ans. 15 années durant lesquelles Anne-Gaëlle va dominer le surf féminin. Une 2e place mondiale en 86, en 90 et 92. La reine du surf local va ainsi ouvrir la voie à une génération dorée de champions réunionnais. Entre autres, Alexis Gazot, Vincent Giraud, Stéphane Sisco, Yannick Waro, Fred Robin et Boris Le Texier. Le surf réunionnais devient un vecteur de médiatisation pour l'île à travers le monde entier. Les surfeurs réunionnais, tout comme les vagues, s'affichent dorénavant dans les magazines internationaux. De son côté, la Ligue réunionnaise de surf rejoint la Fédération internationale pour la première fois en 1986. Je siégeais comme le représentant d'un pays. La France, elle représentait la France, l'Australie représentait l'Australie, et moi je représentais la Réunion. Et donc la fédération rappelait quand même que la Réunion, c'était le territoire de la Fédération française de surf. Le Petit Caillou de la Réunion accueille sa première Coupe des Dom-Tom en 1988. Puis 3 ans plus tard, en 1991, la première compétition internationale, une étape du plus prestigieux championnat de la planète surf, le WCT, World Championship Tour. En 1992, Anne-Gaëlle, vice-championne du monde amateur, se distingue en remportant le trophée à domicile face au meilleur professionnel mondial. Les années 90 seront marquées par des victoires à répétition pour les surfeurs réunionnais. En quelques années seulement, la Réunion s'impose comme un vivier de champions. Et pour cause, l'île ne manque pas d'atouts. C'est toujours le terrain qui crée le haut niveau. La qualité environnementale de la Réunion, c'est qu'elle est située sur le trajet d'un fetch qui démarre au fin fond de la pointe du Cap de l'Afrique du Sud. Là, c'est le sens des tempêtes, les tempêtes qui est des 40e rugissants. Le vent se met à souffler pendant des jours et des jours dans une direction donnée, et la direction, elle est la bonne pour nous. Donc les Sudaf, ils ont la tempête, et nous, on a la houle qui est lissée, qui arrive, qui peut être glacie. On peut avoir des conditions ici de surf qui sont absolument géniales. Réunion Island gets that swell, so any slight swell, they have waves all the time. St. Louis breaks most of the time. If it's not, you can go to St. Pierre. There's always waves, so you can surf every day in La Réunion. Le fait qu'elle soit un peu comme un ballon de rugby, elle chope les houles de sud, d'est, d'ouest et de nord. Donc ça permet de surfer toute l'année dans de l'eau chaude, dans de très bonnes conditions. Avec le phénomène des récifs qui fait des passes, c'est sûr, c'est la bonne recette pour des bonnes vagues. C'est vrai que la Réunion, déjà, on est sur une île, donc une île volcanique. Ça veut dire qu'on a des fonds coralliens, des fonds rocheux, purs, de la dalle pure. On a du fond de sable et on a tout type de vagues. C'est un petit peu le petit Hawaï. On a des vagues qui sont très techniques. Une fois que les gamins sont dans l'eau, ils progressent très vite. On peut surfer toute l'année sur toutes sortes de vagues. Ça veut dire qu'on a une permanence d'entraînement et une continuité d'entraînement qui est supérieure à la moyenne. Quand on voyage à l'étranger, après, on est prêt à attaquer n'importe quelle condition. On a des grosses vagues, des petites vagues, des vagues compliquées, des vagues faciles à surfer. Donc on est prêt à faire face à tout, en fait. Merci à la mère nature de nous avoir produit un environnement aussi propice, quoi. Si l'environnement est effectivement propice à la formation des vagues, Dame Nature apporte également son lot de dangers. La présence du requin n'a jamais fait de doute sur les côtes réunionnaises. La première attaque sur un surfeur survient en 1988. Frédéric Mousseau est blessé à la main sur le spot de la Pointe du Diable à Saint-Pierre. L'année suivante, le monde du surf est en deuil après le décès de Bruno Giraud, victime d'une attaque sur un spot jamais surfé jusqu'alors, à Sainte-Suzanne, le 19 juillet 1989. Malheureusement, ce soir-là, à 5 heures, Bruno a voulu aller prendre une dernière vague et apparemment un requin-tigre lui a arraché la jambe et il est mort sur la plage, quoi. Mais bon, l'endroit s'y prêtait vraiment, quoi. Moi, je me souviens, assis sur ma planche, je ne voyais pas le haut de mes cuisses. On surfait une vague marron, quoi. Il n'y avait jamais eu aucun accident, on n'y pensait même pas. On y pensait, mais sans vraiment y penser.
déploiement du dispositif des vigies recurrents renforcés se passe en deux temps, avec une partie terrestre sur laquelle on est là actuellement et une partie en mer. Donc pour la partie terrestre, au sol, 3 tentes, une tente pour les vigies, une tente pour les surfeurs et la tente pour la technologie. Donc nous avons installé 4 caméras immergées sous un bateau qui est dédié à la technologie. Ce bateau va sillonner au-delà de la zone des surfeurs. Nous avons 2 opérateurs sur poste terrestre et sur le bateau qui vont visionner les images en simultané. Ce qui va permettre, bien sûr, de détecter un animal potentiellement dangereux dans la zone et de pouvoir avertir les surfeurs et les vigies. En supplément, nous avons 2 drones qui vont nous permettre de sillonner aussi la zone, mais en hauteur. Et les 2 dispositifs sont complémentaires. On arrive à détecter des tortues, des raies très facilement. Nous avons à ce jour vu aucun requin pour l'instant. Dans les dispositifs au plus loin, on a donc au fond avec la bâche le bateau technologique. En deuxième rideau, on a le bateau de soutien des vigies. Il est fait pour soutenir les vigies, pour soutenir les surfeurs, pour évacuer en cas de besoin et surtout pour créer des alertes, ce qui fait qu'un spot de surf actuellement est vidé en 30 secondes. Donc c'est quelque chose de très rapide. Poste terrestre, est-ce que vous me recevez du bateau vigie à vous? Ouais, écoute. Vous voulez qu'on se mette où? À droite ou à gauche? À gauche. Ok, bien reçu. On va commencer le déploiement, c'est-à-dire mettre les bouées de la zone X et les bouées de repérage pour les vigies pour qu'ils puissent circuler dans leur zone respective. Voilà. Je peux en mettre une là? Allez, c'est bon pour moi. Ils vont aller dans leur zone. Donc chaque zone, c'est délimité par une bouée rouge. Donc nous, on leur demande de vraiment rester sur la ligne. S'ils voient quelque chose, bien sûr, ils ont le droit de sortir. C'est pour ça qu'on leur demande d'avoir une bouée de signalisation qui puisse au moins être vue au large. Fabio, c'est bon pour vous? Ok, on a fait les zones, c'est bon, hein, tout le monde est en place, on attend le feu vert avec vous. Terminé. Ok, donc allez, petit briefing sécurité, marée basse à midi. Et vous pensez aux consignes de sécurité, si vous entendez des cris, des coups de sifflet, des coups de corde de brume, ou vous voyez des fumigènes, dans la foulée vous rentrez, vous n'attendez pas la dernière vague. Messieurs, bon entraînement. Le jet ski de Hervé, tu accompagnes les 3 surfeurs dans la passe pour la sécurité. Merci. À l'aune des années 2000, alors que la 2e génération suit les traces de leurs aînés, un phénomène émerge, Jérémy Flores. Son père, Patrick Flores, entraîne la sélection de la Réunion lorsque son fils naît en 1988. Donc il a vécu les premières années à 2-3 ans avec moi à l'entraînement, sur la plage, sur les planches, sur mes épaules, sur un longboard, sur un bodyboard. Oui, il nous a suivis partout. Il est venu avec moi en 93 à 5 ans au championnat de France en Guadeloupe. Et là, il restait une place en cadet. Les organisateurs ont dit que ce serait bien parce qu'il se mettait déjà debout juste pour montrer aux Guadeloupéens que le surf est accessible pour tout le monde. Donc il a fait son premier championnat de France à 5 ans. À 9 ans, il était à Hawaï. Son histoire a commencé comme ça. En août 2006, le jeune prodige se hisse au sommet du WQS et intègre en 2007 le top 45 de l'élite mondiale, le WCT.
Ça reste encore le plus jeune qualifié de l'histoire sur le tour mondial. Donc il se qualifie, il n'a pas encore 18 ans. Puisqu'il commence en février, il a 18 ans au mois d'avril. La même année, il bat Kelly Slater à Tupou. À ce jour, il possède le plus grand palmarès du surf français. Ça a été très vite pour lui, ouais. C'est une belle histoire pour un petit marmaille qui sort de Cancanotte. Il y a quand même une histoire du surf à La Réunion depuis quelques années. Jérémy en est le bon exemple, c'est la deuxième génération de bons surfeurs à La Réunion, inspirés par les surfeurs de la génération du dessus, comme Fredo, Robin et Boris Le Texier avant lui. Et ça crée une émulation qui fait que forcément le niveau augmente de génération en génération. Si Jérémy et son conteste le porte-drapeau du surf réunionnais, de nombreux autres surfeurs brillent dans les compétitions internationales. Hugo Savali, Mehdi Véminardi, Romain Cloître, Amaury Laverne, Adrien Toyon, Maximus No et chez les filles, Canel Bullard et plus récemment, Joanne Defay. Le coaching et les méthodes d'entraînement se perfectionnent. Les sponsors et partenaires se bousculent pour soutenir la discipline. Et quand l'équipe de La Réunion se déplace sur les compétitions, c'est avec le style 974. On avait beaucoup d'argent avec les privés, donc on avait loué des super véhicules à l'époque, c'est des véhicules qui s'ouvraient les portes latéralement des 9 places, les vitres teintées. On avait mis des autocollants de La Réunion partout, on mettait du Sega dans toutes les bagnoles, et on arrivait où est-ce qu'il fallait surtout pas qu'on aille, presque sur la plage. Et tout le monde sortait. Et c'était La Réunion qui arrivait. C'était ça l'esprit de La Réunion. Avec la musique réunionnaise à fond, les mecs ne connaissaient pas trop, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont morts. Dans leur tête déjà, ils sont finis. C'est nous qui avons mis en place, Christophe Mulquin, Alexis Gazo, on a mis en place le coaching à l'extérieur de l'eau. Aujourd'hui, c'est tout le monde le fait. Tout le monde le fait. On l'a inventé, ce dispositif, avec les raquettes de couleur pour placer nos compétiteurs dans l'eau. C'est vrai qu'on a développé à La Réunion un coaching à la réunionnaise. Je dirais que c'est un peu à l'arrache, mais on l'a fait. On a été dans la technique, dans la gestuelle, on a été dans des choses vraiment pointues. Et on regardait la position des pieds, la position du rail, la position des planches. Et c'est vrai que nous, on est plus rentrés là-dedans. Je pense que cette pugnacité et cette recherche tous les jours de nouveautés a fait de La Réunion un vrai laboratoire expérimental. L'expansion du nombre de compétiteurs et leur médiatisation va engendrer un emballement du surf business qui va s'étendre au-delà des adeptes de la glisse. L'image du surfeur devient un objet marketing. Les magasins de surfwear se développent, les marques de textiles connaissent une croissance à 2 chiffres. La démocratisation du surf par le marketing entraîne une explosion du nombre d'amateurs sur les spots. L'industrie du surf a fait en sorte que de plus en plus de gens pratiquent et tout ça, si on appelait ça démocratiser, d'accord, ça c'est démocratisé. Tout le monde a envie de surfer, hein. C'est devenu un phénomène de mode, tout le monde veut essayer, quoi. Et quand ils essayent, ils aiment ça, mais ils ont envie de continuer. C'est le moment où le surf est un peu devenu une mode à l'international. Donc en France, on voyait de plus en plus de pubs à la télé avec des surfeurs, ce genre de choses. Donc forcément, ici aussi, ça s'est développé. Tout le monde voulait se mettre au surf parce qu'en fait, dans leur tête, se bronzer, sportif, en pleine santé et plein de filles. Vers 2005, 2006, 2007, là, c'était parti à fond la caisse, quoi. C'est le gros boom. Je crois qu'à un moment donné, il doit y avoir 14 ou 15 écoles. On commence à plus avoir de place pour travailler. On commence à essayer de faire des créneaux pour ne pas se gêner les uns les autres. Dès que ça marchait, on était 65 surfeurs dans l'eau, sur un spot comme Saint-Leu. Ça fait beaucoup de monde pour pas beaucoup de vagues. Donc les frictions, elles sont certaines, elles sont sûres, garanties. Moi, j'ai entendu parler de 60 gars dans l'eau, quoi. Je me dis, mais comment le 60e, quand il arrive, quand il y a 59 de gars dans l'eau, comment le 60e, il peut encore se mettre dans l'eau? Je ne comprends pas ça. Parce que ceux qui ont connu les vagues où, quand on était 10, c'était la foule, il y en a qui ont eu du mal à s'adapter après quand on s'est retrouvé à 50 sur les spots, quoi. Ceux qui venaient à La Réunion, les Australiens, les Sud-Africains, etc., ils repartaient. Ils se sont passés le mot, quoi, entre copains, et ils se retrouvaient tous à La Réunion. Donc ils se sont fait où Saint-Leu. Donc les Saint-Leusiens, à un moment, ils étaient fous furieux aussi. Ils étaient avec les étrangers, on va dire entre guillemets. Et ben la situation, elle bloque forcément. My first trip to Reunion, like, blew my mind. I was like, this place is too good. A few years later, in 2010, I couldn't believe how crowded Saint-Leu had gotten. And then the vibe in the water was really bad. There were a lot of people and just no respect. The locals would just drop in on you and shouting at each other, and like the vibe, the atmosphere in the water was very aggressive.
I think I hadn't caught one set wave, like one proper set wave at Saint-Leu after 2 weeks, and I was like, this place is finished. Ouais, ça peut être singulièrement violent. Ah ouais, j'ai vu des mecs se battre à Boucan, à Roche-Noire aussi. Ça s'engueule régulièrement. Non, c'est plus le même esprit. Hein. Well, il y a beaucoup qui ont arrêté de surfer, qui déjà ils surfaient moins parce que ça commençait à être saturé par des jeunes. Mon dernier surf, il y a un gamin qui me taxe une vague, qui m'insulte. J'ai eu une envie énorme de lui donner des claques. J'ai dit, moi, éducateur, avoir envie de donner des claques à un gamin de 16 ans, il faut que tu t'arrêtes. Et donc je me suis arrêté. Mais on arrivait encore à trouver des moments à l'Ermitage, par exemple, où on pouvait surfer à 2 ou 3, même des super vagues, tôt le matin ou en fin d'après-midi ou des choses comme ça. Mais là, il y avait pas, on pensait pas du tout aux requins. On n'avait jamais ça en tête. L'année 2011 enregistre un triste record. 6 attaques de requins causeront la mort de 2 bodyboarders, Eddie Aubert et Mathieu Schiller. Le surfeur Éric Dargent sera quant à lui grièvement blessé. En fait, ça a été un gros choc. Je fais partie des gens qui ont connu la Réunion sans problème de ce côté-là. L'Ouest avait été vachement épargné des attaques, même s'il y a toujours eu des attaques à La Réunion. Jamais dans cette zone. Moi, j'ai surfé la nuit, j'ai surfé pendant les cyclones. J'ai jamais vu un requin dans l'Ouest. Bon, la première attaque, ça a été... On s'est dit, bon, voilà, c'est un truc égaré. Puis après, ça a commencé à une deuxième, une troisième, une quatrième, l'année suivante et tout ça. C'est un petit milieu, le surf à La Réunion. On se connaît tous de près ou de loin. Donc à chaque fois, on se demande sur qui c'est tombé. Le tableau se noircit de plus en plus. On est quand même une communauté de surfeurs, on perd des amis. Au début, on a du mal à y croire, on fait attention, on se dit que qu'en suivant les règles, en surfant le matin, quand l'eau est claire, quand il n'y a pas trop de vagues, on ne prend pas de risques. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de règles. Là, on a commencé à se dire, ouais, l'environnement a réellement changé et il y a un problème. Les années suivantes sont marquées par des attaques exclusivement localisées dans l'ouest de l'île. En 2012, Alexandra Siga meurt à Trois-Bassins et Fabien Bujon est gravement blessé à Saint-Leu. En 2013, on déplore 2 nouveaux décès, Stéphane Béhamel à Saint-Gilles et Sarah Repère à Saint-Paul, auxquels s'ajoute un blessé, Tanguy Jiquel, sur le spot de l'étang Salé. Suite à ces attaques, un arrêté préfectoral interdit la baignade et la plupart des activités nautiques sur une large partie du littoral. Le monde du surf vacille alors. Sous ma mandature, on a connu 1300 licenciés. Crise requin, on était à un moment à 180 licenciés. 180 licenciés. On avait 14 écoles de surf. Il en restait 2. Crise requin, plus de clients, plus rien. Ça a été un drame. Après, il y a ceux qui ont essayé de tenir, ceux qui sont restés et ceux qui ont préféré partir, et ça, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai décidé à un moment donné, dans l'année, à me dire, Cyril, tu peux plus rester là parce que tu peux plus emmener des gens à l'eau, tu as trop peur et c'est du suicide. Alors que tu sais qu'il y a des requins, tu peux pas avoir une école de surf, c'est illogique. Alors je me suis dit, j'arrête tout, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Avec mon mari, on a ouvert des magasins de surf pendant une quinzaine d'années. Les choses ont évolué d'une manière assez négative parce qu'une fois qu'on ne vend plus de technique, on ne vend plus de textile. Une fois qu'on ne vend plus de textile, ça fait un petit peu boule de neige. Ce qui veut dire que par la suite, on a perdu nos magasins. Cette histoire de crise requin, ce n'est pas juste une histoire de surfeurs égoïstes. Hein, parce que toute la vie économique de la côte ouest s'est écroulée avec la vie économique du surf. La vie économique de la côte ouest s'est écroulée. Hein. En fait, du moment qu'on arrête une activité, forcément, les gens qui viennent à La Réunion pour la plage, ils viennent même, on dit souvent qu'ils viennent pour la montagne, mais ils viennent pour les deux. Donc ils préfèrent aller à un endroit, ils peuvent avoir les deux. Voilà, donc ils ne venaient plus à La Réunion. Les gens ont peur de la mer, les gamins ne peuvent plus aller surfer en toute sécurité. C'est un peu un gâchis ce qui arrive ici, quoi. C'est triste. C'est passé d'un vrai paradis à un enfer, quoi. Enfin... En 2014, la crise se poursuit avec une nouvelle attaque sur le spot de Saint-Leu. L'année suivante, le nombre d'attaques explose à nouveau. On en dénombre 4 entre février et juillet 2015, toujours dans l'Ouest. Parmi les victimes, une baigneuse de 22 ans et un surfeur, Elio, 13 ans. Toute la Réunion est bouleversée par l'annonce du décès de ce passionné, la plus jeune victime de la crise requin.
Donc c'était dur parce que c'était qu'un gamin, je veux dire, 13 ans et demi, à qui on avait empêché d'aller dans l'eau depuis des années. Et il était impatient, il voulait y retourner. Et c'est d'autant plus dur que Elio, c'est vraiment un espoir du surf. Un vrai espoir du surf français. Hein. Il y a eu toutes les attaques et puis il y aura un avant et un après Elio parce que ce petit gamin qui représentait l'espoir, qui représentait la passion, l'amour de l'océan, un futur champion. Enfin, moi j'avais du mal à pas me projeter quand j'ai vu cette histoire, de me dire que ce gamin, ben ouais, c'était moi 20 ans avant, quoi. En réponse à la crise requin, pas moins de 5 arrêtés préfectoraux vont se succéder et interdire l'accès à la mer entre 2013 et 2015. La baignade et les activités nautiques sont dorénavant interdites sur l'île. Comment on peut imaginer une île dont la première économie est vouée à être le tourisme et fermer l'île à la mer, c'est impensable. Donc, déjà, enlever la mer à des Iliens, je trouve que c'est assez dur. Donc il faut, pour l'économie, pour la vie des Réunionnais, pour l'ensemble de la population, mettre en place des moyens pour justement sécuriser tous les gens qui ont un rapport avec l'eau. Malgré les arrêtés, certains passionnés bravent l'interdit. Je ne veux pas paraître pour quelqu'un d'inhumain, mais à un mal, parfois, il y a un bien. Ça a effrayé et découragé pas mal de monde. Et ben, on se retrouvait à 4, 5 maximum à l'eau. Et à mon grand émerveillement, j'avais l'impression de me retrouver dans les années 80. Mais tout en sachant qu'à Saint-Leu, on reste quand même des hors-la-loi. Pour la bonne raison que l'arrêté préfectoral d'époque est toujours d'actualité. Le problème requin sur la côte ouest prend une telle ampleur que lors des élections municipales de 2014, une nouvelle équipe se fait élire à Saint-Paul. Le candidat Joseph Sinimalé fait appel à Patrick Flores pour mener la campagne à ses côtés. Avec un programme tout simple, c'est installer des filets comme cela se fait dans le monde entier, protéger les activités nautiques. Donc nous, on est parti sur une barrière physique de protection qu'on a réussi, puisque quand on a ouvert Boucan-Canotte, c'était des milliers de personnes qui ont débarqué sur la plage de Boucan-Canotte, la même chose pour Roche-Noire un peu plus tard. Et on s'est rendu compte que finalement, le combat que nous, surfeurs, avions mené était au-delà du monde des activités nautiques, puisque sur les comptages, on avait quoi, 5% de surfeurs dans l'eau, et le reste, c'était juste des gens qui venaient de profiter de l'ouverture sur l'océan. Les gens étaient heureux. Donc, je veux dire, c'est une valeur sociale inestimable aussi, ça, de rendre les gens heureux. On l'a fait. Même si c'est génial d'avoir des filets, c'est un soulagement, mais bon, c'est quand même dur de se dire qu'on est obligé de s'enfermer dans des filets pour pouvoir faire une activité, se baigner, sans prendre de risques. Nous, notre génération de surfeurs, surfer au milieu de filets avec tout le monde à 20 sur le pic, non, ça on ne fera pas. On est passé du surf rock'n'roll des années 80 à un surf beaucoup plus structuré et encore plus du fait que ça soit sécurisé. Mais il faudrait arriver à ce que l'usager de la mer regagne sa place, la place qu'il avait avant 2011, avant la crise requin. Sinon, on va continuer à avoir de temps en temps un problème Elio, c'est-à-dire un gamin, les vagues sont trop belles, je ne résiste pas, j'y vais et je me fais niaquer. Il faut aussi se protéger de ça. En attendant une sortie définitive de la crise requin, la Ligue a dû s'organiser et trouver des alternatives pour continuer l'accompagnement de ses futurs champions. Avec la Fédération française et la Ligue réunionnaise de surf, on a réussi à créer un programme d'accompagnement de cette génération en or qu'il y avait à l'époque. En 2011, il y avait des 10, 11, 12 ans qui étaient très très forts. Donc pendant 2 ans, on a fonctionné sur des stages à l'étranger, des stages en métropole. On allait en Afrique du Sud, en métropole 2 fois par an pour continuer à faire marcher le pôle. On a mis en place ce dispositif Vigie et la commune de Saint-Paul a mis en place les filets aussi. Et ça a relancé un peu le surf. En 2016, après 3 ans de sommeil, les compétitions sont de retour à La Réunion. La première se déroule au Roche-Noire, l'une des 2 plages sécurisées par les filets. L'occasion pour 300 surfeurs de rendre un hommage aux victimes de la crise requin et en particulier à Elio, la plus jeune d'entre elles. L'événement est parrainé par l'enfant prodige du surf réunionnais, Jérémy Flores. C'est un moment magnifique, en même temps très triste, de voir autant de monde regroupé avec des amis d'enfance, des membres de la famille des victimes au centre du cercle. C'est un moment incroyable.
Les compétiteurs profitent du dispositif pour poursuivre l'entraînement et les résultats sont là. En 2016, l'équipe de France devient championne du monde par équipe avec 2 Réunionnais, Mathis Crozon et Colin Doyer. Qui sont des enfants de la sécurisation puisqu'ils ont été formés dans les filets et avec les vigies anti-requins. Colin a réalisé une performance énorme en faisant 3e mondial et on finit champion du monde par équipe devant l'Australie, Hawaï, le Japon et les États-Unis. Donc c'est une grande fierté pour nous. Malgré les résultats sportifs encourageants, la crise requin aura tout de même laissé des séquelles. La Ligue de surf réunionnaise a vu son vivier de jeunes champions s'appauvrir au fil des années. Là, on a eu ce trou de génération dû à la problématique requin qu'on a pu avoir, mais le foyer, il est là. On voit sur nos épreuves régionales qu'on a démarrées, on a des tout petits qui sont là. On l'a vu à la première compétition qui avait été organisée au Roche-Noir, les moins de 12 ans, moins de 13 ans, c'était vraiment des débutants, chose qu'on n'avait plus vue depuis 20 ans. Ce qui est important, c'est que d'abord il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et ce qui est important, c'est que des sportifs de haut niveau puissent retrouver leur terrain d'entraînement. Et le prochain projet, le gros projet, ça va être le filet sur le spot de Trois-Bassins. Et je pense que Trois-Bassins permettra le retour des clubs, le retour des écoles privées. Parce que le spot de Trois-Bassins peut accueillir à la fois des surfeurs vraiment expérimentés, des tout débutants au bord. On peut mettre beaucoup de monde sur ce spot et relancer vraiment les écoles, parce que c'est la base de recrutement. Et c'est ça qu'on attend pour relancer le surf à La Réunion et repartir sur l'histoire du surf réunionnais.